Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les Présidents. Donc, je vais maintenant laisser le soin à nos rapporteurs d'abord et mes collègues ensuite de vous poser un certain nombre de questions. Madame la rapporteure Battistel. Merci, Monsieur le Président. Alors, je concentrerai mes questions sur le complément de rémunération. Alors, messieurs les présidents, selon vous, selon quelle modalité ce complément de rémunération devrait être mis en place et surtout, qui pourrait en être le gestionnaire? Avez-vous également une idée précise de la façon dont les producteurs vont vendre leur électricité sur le marché, via des agrégateurs, directement? Et à votre avis, le coût sera-t-il supportable pour les petites structures? Le complément de rémunération est-il pour vous un bon moyen d'atteindre les objectifs en matière de renouvelables de la France? Est-ce que c'est le bon moment? Merci. Merci, Monsieur le rapporteur Baupin. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les Présidents. Quelques remarques aussi après ces interventions. D'abord par rapport à ce qu'a indiqué Monsieur Dourdilly sur à la fois le financement du chèque énergie ou la présence d'un volet pétrole, voire énergie fossile, même au sens large dans la PPE. Je pense que ce sont des préoccupations qu'on peut largement partager et donc sur lesquelles on a déjà eu l'occasion dans les précédentes auditions d'avoir l'attention attirée et donc qui devrait être pris en compte bien évidemment. En ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement, qui est un sujet important en matière électrique, et quand on voit la situation de la Belgique aujourd'hui, qui est clairement menacée par rapport à l'approvisionnement électrique pour l'hiver prochain, on voit bien qu'on a là une incitation à diversifier les sources de production d'électricité, parce que quand on a une seule technologie qui est aussi prépondérante, cas qu'on connaît bien en France aussi, et qu'elle a des problèmes, quand c'est des grosses installations qui ont des problèmes, évidemment, immédiatement, c'est la sécurité d'approvisionnement qui se retrouve concernée. Et d'ailleurs, le président de l'autorité de sûreté nucléaire nous le dit régulièrement. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle, dans la commission d'enquête sur les coûts du nucléaire, nous avons fait dans nos préconisations une préconisation pour diversifier plus et réduire la dépendance du pays à une seule technologie, en l'occurrence le nucléaire. Alors sur ces questions de sécurité d'approvisionnement, la question des réseaux est essentielle, et donc j'aurais à avoir votre sentiment sur la situation très spécifique de la France, où le transporteur d'électricité et le distributeur d'électricité sont intégrés chez l'un des fournisseurs, le plus important. Et donc la question est en débat aujourd'hui dans le cadre de la gouvernance, de savoir s'il ne serait pas pertinent de leur donner plus d'autonomie et de permettre à ce que les collectivités territoriales, notamment au sein du distributeur, puissent avoir une place. S'il ne faudrait pas que les investissements du distributeur, comme c'est déjà le cas pour le transporteur, puissent faire l'objet d'une évaluation de la part de la CRE. Autre question sur la question des renouvelables, le choc de simplification qui a été évoqué par Jean-Louis Bal, et que ça ne sera pas surpris que je partage évidemment cette ambition. On a eu l'occasion en effet d'en débattre à l'occasion de la loi Brottes pour avoir un premier petit pas qui commence à produire d'ailleurs ses effets pour l'éolien. Et je voulais avoir votre avis, Monsieur Dourdilly, ou plutôt que vous confirmiez peut-être ici, parce que c'est important dans cette audition, comme on a eu l'occasion d'en discuter, notamment à l'occasion du CNTE, que vous êtes favorable à des mesures de simplification en faveur du développement des énergies renouvelables, parce que de fait c'est un point sur lequel on a pu atteindre une unanimité au CNTE, et je pense que c'est important qu'on puisse dire que sur cette filière-là, il y a aujourd'hui une volonté commune pour qu'on puisse faire en sorte qu'on n'en reste pas dans ce pays à avoir 7 ans pour construire une éolienne, quand c'est 4 ans en moyenne au niveau européen. Et dernière question pour M. Bal, qui rejoint d'ailleurs ce que disait Marie-Noëlle Battistel, et d'ailleurs c'est plutôt d'ailleurs un peu dans le titre dont elle est responsable, et en même temps c'est une question de gouvernance. Comment peut-on imaginer la façon de consulter, piloter, je ne sais pas comment le dire, le fait qu'on passe d'un régime de soutien des renouvelables à d'autres,
et qui vont être différents selon les filières, qui vont être peut-être différents selon les niveaux de production, etc. Et est-ce que vous avez des préconisations sur la façon dont on pourrait essayer d'organiser dans la durée une relation entre les pouvoirs publics, la DGEC, le ministère, et les producteurs pour qu'ils soient associés. Donc, c'est pas, la décision, évidemment, est au pouvoir public, mais qu'ils soient consultés de façon à ce que les choses se passent de la façon la plus intelligente possible. Dans le cadre du Conseil national de transition écologique, il avait été dit que, et c'est d'ailleurs dans le rapport du CESE aussi, que ces transitions qui sont considérées par tous comme allant dans une logique historique, doivent permettre des expérimentations, des flexibilités, et donc plus ce sera en discussion avec les filières, moins on aura de risques de se tromper. L'expérience du passé nous montrant qu'il faut être en la matière assez prudent. Merci, Madame la rapporteure Erika Barecht. Merci, Monsieur le Président. D'abord, saluer l'intervention de Monsieur Ball, le diagnostic que je partage tout à fait sur les Outre-mer, tant sur l'aspect positif que sur les éléments de blocage, en tout cas le fait qu'aujourd'hui on est dans une situation de blocage pour différents éléments. Alors, je n'ai pas reposé des questions parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer le SER très largement sur les territoires et ici même à Paris. Et nous avons pu effectivement avoir quelques éclaircissements sur des problématiques. Mais je voudrais profiter de la présence de UFE et SER pour peut-être avoir votre sentiment sur un des éléments de blocage, mais qui est lié aussi à la sécurité sur nos territoires. C'est le fameux seuil de 30%. Est-ce que vous avez chacun, bien sûr, un point de vue là-dessus? Comment est-ce que ce seuil de 30% qu'EDF impose, mais parce que avec une source réglementaire, est-ce que ce seuil est un seuil pertinent? Est-ce qu'on doit les faire évoluer? Comment doit-on faire évoluer? En tout cas, pour nous, aujourd'hui, c'est un seuil bloquant et c'est ce qu'on a entendu sur les territoires. Julien Aubert. Enfin, une question un peu piquante peut-être pour le président du CER. On parle beaucoup du mix électrique nucléaire énergie renouvelable. On va essayer de sortir de ce débat. Pensez-vous que la loi sur la transition énergétique devrait prendre une option plus claire sur le partage entre les énergies thermiques, renouvelables thermiques, et les énergies renouvelables électriques, avec en toile de fond les sujets financiers qui sont liés évidemment à peut-être une modification en profondeur de la CSPE pour les énergies électriques. Merci, Bertrand Poncher. La seconde question, c'est à Jean-Louis Ball. La question de la transition vers de nouveaux mécanismes de marché, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises et notamment ensemble. C'est essentiel. On voit bien qu'on a décroché complètement, c'est très clair, sur nos objectifs en matière d'énergie renouvelable. Les objectifs, c'est 23% d'énergie renouvelable en 2020. On est sur une trajectoire à 17% d'énergie renouvelable. Bon. Alors, on peut lâcher sur les mécanismes de rachat tels qu'ils étaient préconisés auparavant, en nous disant que ça coûte trop cher, et donc on fait confiance dans des nouveaux mécanismes de marché. Mais vous dites très précisément que vraisemblablement, il faudra le faire, mais pas tout de suite. Et donc, est-ce que vous défendez là aussi des amendements précis pour nous permettre d'aboutir à un atterrissage sain sur le plan financier, mais qui permettra quand même d'arriver à nos objectifs. C'est pas le tout dire, ok, 30 ou 32% d'énergie renouvelable en 2030, mais on ne va pas atteindre nos objectifs en 2020. Et donc, comment les atteindre? Je crois qu'il y a une vraie question sur ce sujet-là. On a posé tout à l'heure la question très précise au président de l'ADEME sur le passage de 200 à 400 millions d'euros sur le fonds chaleur de l'ADEME, qui est la condition de réussite, non pas de l'électricité renouvelable, mais de la chaleur renouvelable. Il a dit non, c'est pas l'ADEME, c'est un prochain fonds. Ok, mais il faut quand même qu'on mette les pieds dans le plat. Merci, Cécile Duflot. J'ai une question à M. Ball sur le financement des sociétés de projet pour les énergies renouvelables, en voulant savoir quel est son avis sur l'ouverture de ces possibilités de financement au-delà des communes et de leurs groupements aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, aux structures de l'économie sociale et solidaire.
Anne-Yvonne Ledin. Oui, j'ai une question plus technique. J'aimerais avoir votre avis sur le calcul des durées d'amortissement des installations renouvelables et de la manière dont on les amortit, au regard également de la durée de vie de ces installations. Le corollaire à ma question est comment est-ce qu'on impacte également dans ces coûts-là, non plus en termes financiers, mais en termes de coût carbone, leur fabrication et donc l'investissement initial. Merci. Concernant l'autoconsommation, on a évoqué un sujet avec les consommateurs hier. Si l'autoconsommation se développe, ce qui, de mon point de vue et du point de vue de tout le monde ici, je crois, est souhaitable, avec du renouvelable, c'est quand même mieux, parce que sinon, c'est pas la peine, enfin, franchement. Bon. Non, mais il peut y avoir des groupes électrogènes, si je peux me permettre, ceux qui n'auraient pas suivi le détail. Est-ce que vous pensez qu'il est normal que s'il y a de plus en plus de production d'énergie à partir de l'autoconsommation, on envisage quand même une contribution de ceux qui autoproduisent, autoconsomment au financement du TURP, dans la mesure où effectivement tout cela ne demande pas à être en autarcie, en autonomie complète. Ils souhaitent continuer à être raccordés à un réseau. Et si l'infrastructure n'est financée que par ceux qui n'autoconsomment pas, on voit bien quel effet pervers il peut y avoir. Ça vaut pour les réseaux d'eau d'ailleurs aussi, hein. Donc c'est peut-être un peu prématuré comme réflexion, mais est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette question? Parce que elle va être posée. Les consommateurs nous disaient hier qu'ils n'étaient pas forcément opposés au fait qu'un abonnement finance les coûts d'infrastructure pour tout le monde. Sur l'ensemble des énergies renouvelables, et notamment les intermittentes, il y a le problème du stockage. Bon, vous savez, on en a parlé souvent. Moi, on nous dit que les réseaux doivent être surdimensionnés et on doit surinvestir dans les réseaux pour absorber le stockage, enfin pour absorber pardon, l'intermittence, les à-coups. Si on lisse ou qu'on stocke avant d'injecter sur le réseau, on pourra pas nous expliquer que ça coûte cher pour les réseaux. Donc, ce sera un peu d'argent en moins pour les réseaux et un peu plus d'argent pour le stockage. Est-ce que vous avez réfléchi à un modèle économique là-dessus? Parce qu'on pose des grands principes, après c'est quand on rentre dans le détail que ça devient un peu compliqué, mais si on le pose jamais, on n'avancera jamais. Donc, la question d'intermittence n'existe plus le jour où il y a du stockage, c'est bien évident. Et enfin, moi je suis de ceux qui pensent qu'on a trop segmenté en matière d'énergie renouvelable, parce que quel est le rapport entre une éolienne offshore et une éolienne terrestre en matière de modèle économique? Pas grand-chose. Quel est le rapport entre le photovoltaïque qui est intégré au bâti et celui qui n'y est pas? Pas grand-chose, c'est pas le même modèle non plus. Quel est le rapport entre l'hydrolien fluvial et l'hydrolien maritime? Pas grand-chose non plus. Donc on rentre, plus on va faire appel à des énergies renouvelables et un foisonnement il est souhaitable, plus il faut chaque fois rentrer dans le détail du segment concerné et pas forcément se contenter de regarder la technologie utilisée. Est-ce que vous avez, sur le plan du CER, déjà une réflexion sur ces questions? Voilà, sans jeu de mots. Alors, sur le complément de rémunération, donc, nous avons déjà publié notre position dans le cadre de la consultation donc, qui a été lancée par la DGEC au printemps dernier. Donc, nous avons clairement dit que nous sommes en faveur d'un complément de rémunération qui serait déterminé ex post, c'est-à-dire en fin de période, avec un prix cible qui serait déterminé en début de période et qu'on ajuste le complément de rémunération en fonction de la variabilité réelle du prix du marché. Il nous semble que cette formule-là a le mérite d'initier les producteurs au fonctionnement du marché et que par ailleurs ça garantit une visibilité pour les investisseurs. Et il nous semble également que s'ils l'ont passé à l'autre formule qui est la prime ex ante, les investisseurs, les producteurs auraient tendance à prendre beaucoup de précautions pour se couvrir et que cela aurait pour effet d'avoir un surenchérissement, enfin de surenchérir donc le prix de l'électricité. Alors, concernant les petits producteurs, il est clair que vendre sur le marché ne sera pas simple
Mais il y a déjà un certain nombre de petits producteurs qui sont confrontés à cette réalité, et notamment dans le secteur de la petite hydroélectricité, hein, qui sont sortis de l'obligation d'achat. Et on voit déjà apparaître des start-up qui sont des agrégateurs. Les grandes entreprises n'ont évidemment pas ce problème parce qu'elles font déjà de l'agrégation, qu'il s'agisse d'EDF ou de GDF Suez ou quelques autres grands opérateurs. Donc effectivement, donc, il y aura l'apparition d'un nouveau métier qui est celui des agrégateurs. Maintenant, ce que ça va coûter, c'est difficile à dire aujourd'hui. Oui, donc les premières questions de M. Wopin ne s'adressaient pas à moi, donc Robert Durdilly a répondu. Il y avait pour moi une question, comment on passe d'un système de soutien, du système de soutien actuel à l'autre. Alors je pense que là-dessus, il est extrêmement important de s'inspirer de notre voisin allemand qui a déjà entamé donc cette transition il y a maintenant plus d'1 an. Et qui a, en tout cas pendant au moins la première année, mais je pense que c'est toujours d'actualité aujourd'hui, permis aux producteurs qui bénéficient de ces obligations d'achat de passer d'un système à l'autre. Et ils peuvent le faire tous les mois. Et contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, il y a donc la plus grande partie des producteurs, notamment éoliens, donc pour les plus grandes installations, qui sont passés au système complément de rémunération sur le prix du marché et qui restent. Alors, je pense que c'est à peu près 80% des producteurs en éolien qui sont passés et qui restent alors qu'ils ont la possibilité de revenir tous les mois. Et cela montre bien que l'adaptation au système marché est quelque chose de possible. J'ajoute que dans le système allemand, et là on vient à la question du coût de l'agrégation, les Allemands donc avaient mis en place une prime de management pour les premières années, une prime qui va progressivement disparaître, et une prime qui était de l'ordre de 2 ou 3 euros par mégawattheure, qui n'est pas quelque chose d'énorme, mais qui pouvait couvrir ce coût de l'intégration. Et donc dans nos recommandations, nous suggérons également qu'on puisse avoir la possibilité pendant une certaine période d'opter pour un système ou pour un autre. Bientôt faire un intersyndicat tous les deux, hein, parce que finalement ça marche. Hein. Oui, donc Madame Barrès m'a interrogé donc sur la question du seuil de 30%. Est-il pertinent ou non? Je vous dirais, ça dépend. Le seuil de 30%, c'est un niveau qui est aujourd'hui totalement empirique. Alors je rappelle que c'est un seuil en puissance instantanée. Hein. Il ne s'agit pas d'un seuil en production d'énergie sur une année. C'est en puissance instantanée. Si vous vous trouvez à Mayotte avec un tout petit système électrique, eh bien on peut avoir des problèmes même avant d'atteindre les 30%. À l'inverse, sur un système électrique comme notre système métropolitain, on peut aller beaucoup plus loin que 30% en puissance instantanée. Et donc dans les différents départements d'outre-mer, avoir le même seuil dans tous les départements n'a pas beaucoup de chance. Et en particulier donc les départements qui disposent de ressources hydrauliques stockables comme la Réunion ou la Guyane pourraient aller beaucoup plus loin que ce seuil de 40%. Donc nos propositions sont d'abord de réviser au cas par cas ce seuil de 30% et aussi de développer les installations énergie renouvelable avec stockage et combinant stockage et maîtrise de la demande d'électricité. Donc nous avons formulé des propositions à l'administration depuis plus d'1 an. Aujourd'hui, donc, nous n'avons pas encore de réponse sur nos propositions.
Nous avons aujourd'hui de la ministre Ségolène Royal une première réponse qui est le lancement prochain d'un appel d'offres de 50 MW photovoltaïques dans les DOM avec intégration de stockage. Donc c'est une première réponse, mais on aimerait bien avoir également un dispositif tarifaire pour les plus petites installations et notamment dans le secteur tertiaire. Concernant donc l'intégration des énergies renouvelables au réseau, mais au réseau de façon générale, pas uniquement le réseau de distribution, je pense qu'on a intérêt effectivement à renforcer les réseaux de façon à organiser une meilleure mutualisation des différentes productions et de façon à pouvoir mieux gérer ce que certains appellent l'intermittence, que j'appelle plutôt la variabilité. Et donc on a aujourd'hui un instrument pour cela, qui est les schémas de développement, de raccordement donc au réseau des ENR. Et donc là, je pense que les choses se mettent en place. Nous appelons peut-être de temps en temps à une meilleure répartition des coûts qui sont engendrés par ce développement des réseaux entre gestionnaires de réseaux et producteurs d'énergie renouvelable, mais c'est un débat que nous menons avec eux directement. Jean-Louis, c'est à toi. Oui, merci. Donc la question de M. Aubert était une option plus claire entre électricité et chaleur, et j'ajouterais volontiers transport, puisque c'est les trois grandes utilisations de l'énergie. Alors aujourd'hui, donc, il y a dans le projet de loi un objectif de 32%, mais qui est global sur l'ensemble des usages de l'énergie. Dans le dossier présenté donc par la ministre, dans son dossier de presse, il y a une répartition de cet objectif, donc qui se décline en 40% sur l'électricité, 38% sur la chaleur et 15% donc sur les transports. Alors c'est une déclinaison qui nous semble raisonnable et réaliste, même si nous n'avons pas une religion tout à fait stricte sur cette répartition. Mais je souligne que l'effort à réaliser sur la chaleur, il est tout à fait considérable. 38% à l'horizon 2030, alors qu'on est aujourd'hui à peu près 11% de notre énergie destinée à la chaleur qui provient d'énergie renouvelable. C'est un effort qui est tout à fait considérable et qui va reposer essentiellement donc sur la biomasse et à une échelle moindre donc sur la géothermie, mais qui va surtout nécessiter d'aller mobiliser une ressource extrêmement importante. Alors, faire une répartition stricte entre les trois types d'applications de l'énergie, comme on le souligne tous les deux, c'est parfois un peu difficile dans la mesure où on peut faire des transferts d'usage du fuel vers l'électricité pour les transports, du fuel ou essence, hein. Mais on peut également passer pour les fossiles vers de l'électricité performante avec les pompes à chaleur. Donc, si vous voulez, il ne faut pas instituer une séparation trop stricte entre les trois secteurs. Oui, Bertrand Pancher avait donc également posé une question sur les nouveaux mécanismes de soutien et sur la transition. Je pense que j'y ai déjà répondu à l'occasion de la question, je ne sais plus qui. Je voudrais aussi dire qu'il a mentionné un décrochage actuel vis-à-vis des objectifs de 2020. Ce décrochage, il est effectif, nous le soulignons depuis 4 ans, mais il n'est pas totalement dû au mécanisme de soutien, donc au tarif d'achat, et il est surtout dû à l'encadrement réglementaire qui est effectivement beaucoup trop lourd. Donc je voulais souligner que le nouveau mécanisme d'achat, à condition qu'on ait de la visibilité, tant sur la décomposition en primes
et marchés que sur les appels d'offres pour attribuer donc ces primes, telles que c'est prévu par l'encadrement des aides d'État. On a besoin d'avoir de la visibilité de moyen et long terme, et à cette condition, je pense qu'on pourra résorber le décrochage actuel. Oui, sur la question de Cécile Duflot, donc concernant le financement dans les sociétés de projet donc ouvertes à des structures d'économie sociale et solidaire. Mais je la prolongerai volontiers, cette question, à l'ouverture donc à des particuliers, des sociétés d'économie mixte, etc. Nous sommes évidemment très favorables à cette ouverture qui ne peut que favoriser l'acceptation des projets. Par contre, nous avons des réserves très fortes sur une obligation à recourir à l'ouverture de capital à ces structures ou à ces particuliers. Alors, sur la durée d'amortissement, il y a beaucoup de notions derrière ça. Il y a la question de la durée de vie, il y a la durée des contrats dans l'obligation d'achat, il y a la durée des financements qui sont accordés donc par les banques aux sociétés de projet. Et il faut donc souligner que on est face à des technologies qui sont quand même relativement neuves, hein, et qu'on est assez prudent dans l'évaluation donc de ces différentes durées. Donc, pour rappel, le contrat dans l'obligation d'achat pour l'éolien, il est de 15 ans. Généralement, les prêts bancaires sont accordés pour des durées plus courtes. Mais il est clair que si on pouvait le faire sur des durées plus longues, ça aurait des répercussions donc sur les coûts. Pour le photovoltaïque, où on est face à une technologie où il n'y a pas de pièces en mouvement, la durée des contrats dans l'obligation d'achat est de 20 ans, et il est fort probable que les matériels vont durer plus longtemps que 20 ans. Pour l'éolien, il est fort possible qu'au bout de la durée de 15 ans, on puisse continuer à exploiter les parcs, mais avec une rénovation qui peut être assez lourde. Il s'agit bien de machines tournantes. Concernant donc le coût carbone à la fabrication des équipements, j'ai pas de données précises concernant l'éolien, mais de mémoire, l'énergie qui est nécessaire à fabriquer une éolienne, elle est compensée en moins de 6 mois par le fonctionnement de cette éolienne. Donc le coût carbone ne doit pas être très, très différent. Concernant donc le photovoltaïque, il y a eu donc par l'Agence internationale de l'énergie des évaluations très précises donc sur le coût carbone des modules photovoltaïques, qui est évidemment très variable suivant que c'est fabriqué en Chine ou que c'est fabriqué dans un pays comme le nôtre où il y a peu de carbone dans le système électrique. Mais globalement, donc la dette carbone est compensée suivant qu'on se trouve dans le sud ou dans le nord du pays, donc entre 1 an et 3 ans. Alors, je pense qu'après, Monsieur le Président m'a posé des questions, notamment sur la question des recours. Donc, c'est vrai que pour le moment, nous n'avons formulé des propositions que sur certaines de nos filières. Nous, ce que nous désirons, c'est que sur l'ensemble des filières renouvelables, on ait les mêmes principes et que les questions de délai de recours soient unifiées, qu'on ait donc une procédure unique, une autorisation unique sur l'ensemble, sur chacune des filières, même si cette procédure est évidemment différente entre l'hydraulique et l'éolien ou la biomasse, mais qu'on ait une procédure unique sur chacune des énergies renouvelables et que les délais de recours soient les mêmes et que les niveaux de recours soient également réduits donc sur chacun. Concernant l'autoconsommation,
donc à partir d'énergie renouvelable et qui va être essentiellement à partir de photovoltaïque. Ces installations doivent-elles contribuer à financer le TURP? Je pense qu'il y a eu dans le cadre de la consultation organisée par la DGEC donc au printemps, il y a eu beaucoup de réflexions sur le sujet. Ces installations, comme vous l'avez souligné, n'ayant pas vocation à être autarciques et à se passer du réseau, il semble normal qu'elles contribuent d'une façon ou d'une autre au tarif d'acheminement. Ce qui voudra peut-être dire qu'il faudra le réviser, parce que ça veut bien dire qu'aujourd'hui, la part qui reflète les coûts fixes est probablement insuffisante dans le TURP, et c'est bien ça qui engendre un problème vis-à-vis de l'autoconsommation. Le stockage donc qui pourrait être une réponse à l'intermittence, à la variabilité, si vous voulez bien. Mais la variabilité, c'est quand on peut choisir, non? Non. Si on dit la variabilité, sinon la variation. C'est le terme qui est utilisé par l'AIE, donc moi je propose de... Je pense qu'il y a un vrai problème de moyen et long terme donc, sur cette question du stockage. On l'a souligné tout à l'heure, le développement du réseau qui peut permettre un meilleur foisonnement va de toute façon réduire les besoins en stockage. C'est un problème qui, pour nous, en France, ne nous concerne que sur le moyen terme, parce que le taux de pénétration des énergies variables est aujourd'hui très faible, puisque en moyenne annuelle, on est à 5% d'éolien et de solaire. Les études de l'AIE montrent qu'on peut aller sans surcoût significatif jusqu'à 45% de pénétration en énergie. Je ne parle pas de pénétration en puissance. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas... Ce qui pose problème, ce n'est pas tellement le pourcentage général, c'est qu'à certains endroits et à certains moments, on a une densité d'apport, je pense à du photovoltaïque notamment, à des moments où le réseau n'a pas besoin. C'est ça qui pose problème. Ce n'est pas le pourcentage global. Alors, justement, il faut lire attentivement l'étude de l'AIE qui dit que ce pourcentage peut être atteint sans surcoût significatif, mais suivant certaines conditions, qui sont notamment la localisation des installations de production d'énergie renouvelable et la flexibilité du système de production électrique. Il est clair que le complément par une centrale combinée gaz est plus flexible que pour une centrale au charbon. Et donc, il faut en tirer les conclusions aussi. Voilà, quant à la segmentation entre les diverses énergies renouvelables, c'est notre sujet de réflexion quotidien. Vous avez souligné vous-même la grande diversité de ces énergies renouvelables. C'est aussi la caractéristique de notre syndicat de les rassembler. Et donc, on essaye effectivement de mener des réflexions, et notamment dans les divers systèmes d'exploitation au niveau du bâtiment, dans les réseaux électriques, etc. Mais c'est du travail de long terme. Vous ne voyez pas un poste important au plan national, parce que rassemblons-nous en respectant nos différences, c'est un beau message. Monsieur Durny. Si je peux simplement commenter un peu le point que vous avez soulevé sur l'autoconsommation et les questions que ça pose vis-à-vis du réseau. Je voudrais simplement insister un peu sur cette question-là. Au fond, ça nous amène à poser le problème de manière un peu différente, au sens que finalement le réseau apporte plusieurs services. Il apporte de l'énergie, mais il apporte aussi une sécurité au système. Et au fond, la montée en puissance de l'autoconsommation montre que cette fonction sécurité du système, elle est implicite aujourd'hui, qu'il faut la révéler, quoi. Donc il faut la révéler, la rendre explicite. Et elle a une valeur, bon, il faut la trouver, le bon dimensionnement, etc. Et ça se pose aussi bien au niveau très local, au niveau du bâtiment, au niveau de la zone, comme on l'a dit. Et plus on veut aller vers l'énergie positive, que ce soit un bâtiment ou un territoire, etc., plus ces questions-là se poseront.
au sens de la solidarité que j'évoquais tout à l'heure et des services que ça apporte. Et effectivement, vous l'avez d'ailleurs mentionné, si à contrario on imaginait que ce service correspondant était apporté gratuitement, ça voudrait dire que c'est les consommateurs les autres consommateurs qui paieraient complètement, je dirais, au profit. Ceux qui payent déjà beaucoup. Ceux qui payent déjà beaucoup. Donc, une espèce de concentration finalement de ces coûts sur une partie qui n'en bénéficierait pas. Donc, ce qui serait aussi assez paradoxal. Donc, je pense qu'il vaut mieux justement faire cet exercice et puis effectivement revoir probablement la manière de tarifer le TURP sur cette partie-là. Juste un dernier commentaire sur le même sujet. Je pense que l'autoconsommation, ça revient donc à diminuer la consommation d'électricité apportée par le réseau, et que les réflexions qu'on peut avoir sur l'autoconsommation en photovoltaïque, on peut aussi les avoir sur tous les équipements efficaces. Donc quand vous remplacez une lampe à filament par une lampe à basse consommation, vous diminuez l'énergie que vous allez soutirer du réseau, et donc vous diminuez votre contribution au TURP. Exact. C'est donc un sujet posé, reconnu, pas facile à maîtriser et à chiffrer en tout cas, mais il va bien falloir qu'on s'y mette. Messieurs les présidents, je vous remercie beaucoup de cette audition conjointe et je propose à mes collègues de nous rejoindre à 14h30 dans cette même salle pour continuer nos auditions. Voilà, merci.